toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un sujet passionnant qui nous concerne tous et qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, la fin de vie. Afin de répondre à toutes nos interrogations, nous accueillons aujourd'hui Déborah et Louise qui sont deux étudiantes du Master 2 Droit de la responsabilité médicale de l'Université catholique de Lille. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour Valentine. De nos jours, la question de la fin de vie et l'amélioration de cette dernière est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Aujourd'hui, plus que jamais, la volonté du patient est respectée, surtout quand il s'agit de sa fin de vie. C'est l'expression de sa volonté et de ses désirs. Le patient est donc peu à peu acteur de sa fin de vie. Il y a eu depuis une vingtaine d'années 4 lois majeures qui ont permis une évolution concernant les droits du patient en fin de vie. La loi de 1999 accorde aux patients le droit aux soins palliatifs qui soulagent leur douleur en fin de vie. En 2002, une loi donne droit aux patients de refuser les soins. Une certaine autonomie leur est alors offerte, ils ont la capacité de décider, ils sont responsabilisés et peuvent ainsi décider de ce qui leur arrive. La part du médecin, son rôle est donc amoindri. La loi Leonetti 1 de 2005 réaffirme l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que l'acharnement thérapeutique ? C'est-à-dire l'emploi de thérapies exagérément lourdes pour le patient, disproportionnées par rapport à l'amélioration qui est attendue. Elle réaffirme aussi l'interdiction de l'euthanasie. Enfin, en 2016, de nouveaux droits sont créés par la loi Leonetti 2. Cette dernière reconnaît le droit aux directives anticipées et à la sédation profonde, continue et maintenue jusqu'au décès. Ainsi, de plus en plus de droits sont accordés aux patients et leur capacité décisionnelle n'a cessé de croître depuis les 2 dernières décennies. Mais Louise, nous parlons du patient. Est-ce qu'il existe un patient type ? Comment est-ce qu'on peut les différencier ? Alors, tout d'abord, le médecin peut être confronté à différents types de patients. Il y a des patients qui sont dits autonomes et des patients vulnérables. On retrouve dans cette catégorie les mineurs ainsi que les majeurs placés sous protection juridique. De par leur plus grand nombre, il semble plus intéressant ici de s'intéresser aux majeurs qui sont dits autonomes. Ils peuvent être conscients comme inconscients. La personne consciente est une personne qui est en capacité de penser, de comprendre et également de choisir de choisir la meilleure solution pour elle. Cela va donc faciliter le travail des médecins qui n'auront qu'à prendre en compte leurs souhaits. La personne consciente est une personne qui est capable de discernement, c'est-à-dire qu'elle peut comprendre une décision donnée, analyser les choix qui s'offrent à elle et choisir la meilleure solution pour elle. A l'inverse, une personne inconsciente est une personne qui n'est pas en capacité d'exprimer sa volonté. Mais alors, est-ce que l'inconscience se manifeste de la même façon pour tous les patients ? Alors non, justement. Il faut distinguer à ce stade les différents degrés d'altération de la conscience. Il y a tout d'abord le coma, qui est le plus haut degré d'altération de la conscience. Ensuite, lorsqu'une personne se réveille du coma, elle est dans un état dit végétatif. Donc son cœur et ses fonctions respiratoires fonctionnent sans assistance, mais elle ne répond à aucune stimulation, bien qu'elle ait les yeux ouverts. Enfin, il y a l'état de conscience minimal, qui est aussi appelé l'état possi-relationnel. Dans cet état, la personne ressent la douleur et les émotions. Elle a une conscience qui est partielle, mais elle n'est pas en capacité de s'exprimer de manière fiable. Donc, si j'ai bien compris, dans le cas où une personne est dans l'un des degrés d'altération de la conscience, elle se retrouve alors hors d'état d'exprimer sa volonté, et c'est alors que les directives anticipées prennent tout leur sens. Mais au sujet des directives anticipées, Déborah, pouvez-vous nous expliquer à quoi est-ce qu'elles correspondent, et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elles ont atteint leur plein potentiel ? Oui, bien sûr, Valentine. En effet, pour préparer au mieux cet événement imprévisible que représente la fin de vie, il est préconisé de rédiger des directives anticipées qui sont le reflet de la volonté de la personne, concernant des décisions relatives à sa santé et d'anticiper le cas où elle ne serait plus en capacité de le faire. Il est certain qu'envisager cette situation à l'avance peut être angoissant, mais il est indispensable d'y songer au préalable. Toute personne majeure autonome dispose du droit de rédiger ses propres directives anticipées. Ces dispositions ne sont pas à prendre à la légère, elles sont une aide précieuse, notamment pour les proches. Cette réflexion, elle peut émerger à tout moment et elle est également l'occasion de désigner la personne de confiance qui aura le droit de parler au nom du patient s'il n'est plus en capacité de le faire. Dans le processus de la fin de vie, la rédaction de ces directives anticipées est devenue essentielle. Le médecin a donc le devoir de les respecter, elles s'imposent à lui et doivent faire partie intégrante de toutes décisions qui sont prises au sein du corps médical. Mais doit-il toujours respecter la volonté du patient ? Justement, il est possible d'aller à l'encontre de ces directives anticipées dans 2 cas, l'urgence vitale et si le médecin juge ces directives anticipées inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Lorsque le médecin il fait mention d'écarter les directives anticipées, la décision finale doit être prise obligatoirement au cours d'une réunion de plusieurs professionnels de santé. La rédaction de ces directives anticipées confère au patient le droit de choisir et d'une certaine manière lui permet de se responsabiliser. Et avez-vous des données à nous communiquer sur ce sujet, par exemple? Oui, en effet. Au regard du sondage réalisé par le Centre national de soins palliatifs en janvier 2018, seulement 42% des Français sont informés de la possibilité de faire des directives anticipées, 77% d'entre eux pensent qu'elles sont nécessaires, et en pratique, seulement 11% des Français avaient rédigé des directives anticipées à cette date. Donc on comprend bien que dans notre système actuel, la question de la fin de vie, elle suscite toujours autant le débat. Les directives anticipées ne peuvent être imposées au patient. Il doit alors par lui-même se décider à les rédiger et à les actualiser afin qu'elles reflètent au mieux sa volonté qui évolue au cours du temps. Donc ainsi aujourd'hui, la volonté du patient est de plus en plus respectée, comme on vient de le voir. Il semble devenir peu à peu un acteur et moins un spectateur. En parlant du patient acteur, on constate que la loi de 2002 permet aux patients de refuser les soins. Louise, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, donc la loi Kouchner du 4 mars 2002, elle est venue renforcer le droit des patients et notamment, elle est venue créer la possibilité pour les malades de pouvoir refuser les soins ou les traitements. Avant cette loi, cela n'était pas possible. Cette loi va donc traduire d'une certaine manière une autonomie décisionnelle de la part du patient dans ses choix concernant sa fin de vie. Donc, dans cette situation délicate, le patient va donc pouvoir décider de sa fin de vie et le médecin ne pourra pas aller à l'encontre. Le médecin n'a alors dans cette situation pas son mot à dire. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, l'autonomie décisionnelle n'est pas absolue car le médecin va devoir informer de manière précise le patient sur ses choix, sur les conséquences de ses choix ainsi que leur gravité. Si le patient décide malgré cela de vouloir refuser les soins ou les traitements, dans ce cas-là, il va devoir réitérer sa réponse dans un délai qui sera dit raisonnable. Également, pendant ce temps, on va pouvoir faire appel à un autre membre du corps médical qui pourra donner un second avis. Et il faut savoir que toute cette procédure sera retranscrite dans le dossier médical du patient. Enfin, j'aimerais vous souligner que dans tous les cas, quelle que soit la décision du patient, le médecin ne pourra pas être condamné pour non-assistance à personne en danger, car il aura fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que le patient prenne la bonne décision pour lui. Donc pour résumer, le médecin bénéficie d'une certaine protection, le patient peut, une fois qu'il aura reçu toutes les informations nécessaires, refuser les soins, mais lorsqu'il souhaite soulager sa douleur, quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui par la loi? Qu'est-ce que la loi lui accorde? Donc effectivement, la priorité pour le médecin est de respecter donc, les volontés émises par le patient, notamment s'il refuse les soins, comme l'a très bien énoncé Louise, mais aussi d'apaiser les douleurs de ce dernier. En effet, toute personne en phase avancée ou terminale d'une maladie grave ou incurable dont le pronostic vital est engagé peut bénéficier de soins palliatifs. Ils ont pour objectif de soulager la douleur, d'apaiser les souffrances psychiques, de sauvegarder la dignité de la personne malade et est un soutien pour l'entourage. On comprend bien alors que le but ici n'est plus la guérison, mais d'apaiser les douleurs de ce patient. En ce sens, on confère alors au patient en fin de vie un droit à une fin de vie digne, autrement dit, le droit de mourir dignement. On peut alors se questionner finalement sur ce que signifie la notion de dignité. Cette notion, elle est difficile à définir et aucune définition précise ne lui est conférée par la loi. Toutefois, le législateur, désireux de protéger la dignité du patient, consacre le refus à l'obstination déraisonnable, autrefois appelé acharnement thérapeutique. Pour continuer dans cette voie, la loi a créé un nouveau droit au patient, celui de la sédation profonde et maintenue jusqu'à la mort. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce nouveau droit ? Donc, par définition, ce dispositif s'engage à installer le patient dans un état de sommeil par le biais de moyens médicamenteux afin d'amoindrir ses souffrances au risque d'accélérer son décès. Enfin, pour mieux comprendre finalement l'enjeu issu de tous ces éléments, l'objectif premier pour un patient est de tout faire pour amoindrir les souffrances de ses patients. C'est pour cela que lorsqu'il est face à une décision importante, il doit se pencher sur les effets positifs et négatifs de l'acte médical qu'il veut envisager. Donc le médecin ne doit donc pas entreprendre des actes qui semblent inutiles, voire disproportionnés. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Vous l'aurez donc compris, chacun d'entre vous bénéficie de nombreux droits et vous avez maintenant toutes les cartes en main pour préparer au mieux votre fin de vie.
À très bientôt dans un nouveau numéro d'À vos droits.